Je vais vous lire quelques notes concernant la problématique qui est la nôtre pour ce colloque. Césaire, perse, glissant. Difficile d'envisager une entité pareille. Notre habitude est plutôt de les vivre un à un, comme une succession de solos de gros cas. Mais Glissant, ce cher maître, disait écrire en présence de toutes les langues du monde, tout comme Bach qui, pour jouer à son meilleur niveau, imaginait de se trouver en face des meilleurs musiciens. On pourrait ajouter que Glissant écrivait en présence des plus précieux des écrivains et des poètes. Il a écrit en présence de Faulkner, il a aussi écrit en présence de Césaire, et il est indéniable que ces derniers ont dû œuvrer en sa présence. Dès lors, une relation s'est établie entre eux qui n'est pas d'évidence et qui déroute notre perception. J'ai cheminé de Césaire à Glissant, Glissant, catalyseur de ma sentimenthèque, m'a initié à Perse. Mon écriture est habitée de ces trois magnétismes indissociés, indissociables, et qui pourtant, dans l'ordinaire perception de nos pays, se distinguent et s'opposent, se distinguent en s'opposant. Bien entendu, dans nos Antilles, le contexte historique et politique accuse cette perception d'antagonisme définitif. L'homme de l'Afrique et de la négritude, l'homme de l'universel orgueilleux et hautain, l'homme des chaos imprévisibles du tout-monde. Mais au-delà de cette pauvreté, persiste notre impossibilité à envisager l'unité, diversité, les solidarités conflictuelles, les ruptures qui rassemblent, les écarts convergents, une complexité que seule l'idée d'une mise en relation peut nous aider à fréquenter. Ils sont tous les deux obscurs et en même temps très éclatants. C'est dans cette clarté même que leur puissance tellement féconde nous reste énigmatique. Bien lamentable emploi que de vouloir leur infliger quelque compréhension ou de la transparence. Il nous faut tenter de deviner leur inévitable relation. Cette liaison magnétique, comme le dirait Glissant, qui les rassemble sans les confondre et qui nourrit et leurs mouvements particuliers et leur musique secrète. L'œuvre essentielle est l'avènement d'une différence, d'un soi irréductible, capable alors de percevoir et de révéler les autres différences, leurs invisibles, leurs paysages. C'est pourquoi le lieu de la relation est dans les différences. Son énergie, son essentiel aussi. C'est le magnétisme des différences entre elles, leurs touches infimes, leurs affinités, nous dirait Nudelman, qui paradoxalement nous offrent la poétique de l'ensemble. L'entité Césaire perse Glissant n'échappe pas à cette loi. La plénitude d'une différence crée une opacité particulière à partir de laquelle toutes les opacités, les irréductibles, les identités peuvent se dévisager, s'envisager et s'en aller à relation. C'est par l'opacité singulière, l'irréductible de chacun, de chaque œuvre,
que les liaisons magnétiques s'opèrent. L'ensemble commence par soi, par la plénitude d'une œuvre. L'ensemble qui ne surgit pas de la plénitude d'une œuvre, portée vers d'autres plénitudes, n'est jamais un ensemble, mais une confusion morte. La liaison magnétique est l'autre formulation de toute mise en relation. La liaison magnétique est la résultante de la plénitude d'une œuvre, laquelle ne peut désormais se distraire de la totalité inatteignable du monde. Ainsi, l'œuvre devient une présence, une alchimie d'obscur éclat qui donne, qui s'impose, qui s'appose, que l'on sent exister. La liaison s'établit entre cette présence et toutes les autres présences par cette seule assomption. C'est par son éclat, son aptitude à faire présence, que toute œuvre, toute irréductible différence devient beauté. Il faut appeler beauté ce mystérieux bouleversement soudain, profond, parfois même terrifiant, de toutes nos perceptions. Cet éclat en présence, cette beauté, signale l'infini de la relation désormais possible à toutes les autres différences qui s'érigent alors en autant de présence. Toute beauté est un lien entre des profondeurs irréductibles d'autres beautés qui se rejoignent de par leur rayonnement et entrent ainsi en relation. Pour Glissant, la relation est la frontière fondamentale, une frontière qui n'est rien d'autre que le passage ouvert vers l'inconnaissable, l'inatteignable du monde. Il disait aussi: la poésie est le seul récit du monde et elle discerne ses présences et elle rajoute au paysage et elle révèle et elle relie les diversités et elle devine et nomme ces différences et elle ouvre tellement longuement sur nos consciences et elle ravive nos intuitions. La poésie est une des énergies de la relation. Ce qui fonde un poète, c'est avant tout sa différence, son rapport singulier au paysage de l'indicible et de l'inexprimable. Les grands poètes sont d'intenses solitudes. Ces solitudes solaires sont toujours dérangeantes pour nos classifications. Elles bouleversent notre tendance à l'unité, notre faiblesse pour les conforts de la synthèse. Nous avons peur des insolubles. Dès lors, nous nous focalisons sur les ressemblances pour atténuer les variations. Ou alors, nous exaltons une différence pour mieux la juxtaposer à d'autres différences. La relation nous enseigne pourtant que la brique du vivant, que la grâce poétique est faite de différences irrémédiables, que ces différences fondent l'intensité de leur musique, leur magnétisme, sur les aimantations, les contacts invisibles, une constellation de petites touches infimes. L'idée d'une mise en relation travaille cette unité très impalpable, sans laquelle le plein champ de chacune de ces hautes solitudes ne saurait être atteint. J'écris avec eux ces airs perses, glissants, éloignés et ensemble, dans cette région des sentiments que seuls devinent
mes intuitions. Glissant, cette âme vivante du monde, disait que le plein sens d'une œuvre ne se donne que dans la relation. C'est par l'approche en relation que les solitudes les plus solaires, celles de Césaire, de Perse, de Glissant, peuvent révéler leur solidarité antagoniste, leurs écarts rassembleurs, leur étendue, leur profondeur. Tout un charroi de relations peut s'ouvrir dans un mot partagé, la trace d'une sensation, d'une image traversée, la raideur d'un écart, la sensibilité à un rythme ou à une invocation. Et ces affinités, ces capillarités de la relation peuvent se montrer parfaitement éphémères, simplement utiles à l'éblouissement d'un instant de partage, aux fondations d'une belle séquence énergétique où se sera dessiné le spectre d'un contact, le souffle d'une alliance. La mise en relation est rétive au rapprochement généralisant. Elle est tremblante, légère, subtile, réversible, diffractée et infime. Sa fécondité provient de l'intensité des imprévisibles qu'elle suscite, des déplacements, combinaisons et dispositions nouvelles qu'elle suggère. Césaire, Perse, Glissant, tous se sont dit solitaires et solidaires. La haute autorité d'une solitude, sa plénitude, pour tout dire sa beauté, appelle, aimante, déploie des magnétismes qui sont toujours puissants. C'est la magnétique puissance de ces solitaires qui les rend solidaires. Les mettre en relation, c'est les placer malicieusement dans le devenir imprévisible de l'échange du voisinage et des affinités. Serait bien inutile la mise en place d'une mosaïque de différences irréductibles ou un tableau intégrateur de leurs hétérogénéités extrêmes. La mise en relation n'ambitionne que d'offrir à leur irrécusable solitude l'écosystème ouvert d'une autre mise en devenir. Ils vont changer en nous, changer pour nous, sans pour autant se perdre ou se dénaturer. Dès lors, ce n'est pas vaincre leur solitude, ni même les rapprocher, que de les mettre en relation. C'est au contraire respecter leurs écarts, mettre en branle un devenir instable, imprédictible de leurs affinités. De se trouver en furtive évidence, de se rencontrer ainsi, ces affinités vont amplifier leur potentiel de change et d'échange. Ainsi, la relation n'ouvre qu'à l'imprévisible. Elle assure juste l'intempérie des magnétismes entre les différences. Elle invoque des émergences inattendues, de nouveaux champs d'inexprimables. Un mouvement qui, pour chaque œuvre, amplifie l'étendue, augmente la profondeur, en installe quelques motifs dans l'incertain d'une trame où seule gouverne la poésie. Vivons, entre Césaire, Perse et Glissant, ces magnétismes insaisissables, cette race conjonctive, cette très probable métamorphose. Merci.
Écoutez, avant de commencer mon propos, me vient à l'idée cette boutade d'Édouard Glissant dans Poétique de la relation, tel s'est tu, tel autre fut réduit, car vous venez d'entendre là à peu près tout ce que je voulais vous dire, mais en des termes beaucoup plus intelligents que ce que je vais essayer de faire très laborieusement devant vous. Monsieur le haut représentant de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères des Outre-mer, des Affaires étrangères, Monsieur le directeur du livre à l'Institut français, Mesdames et Messieurs, chers amis, soyez donc les bienvenus à ce colloque international Saint-John Perse, Aimé Césaire, Édouard Glissant, Regards croisés, que j'ai donc la lourde tâche d'introduire auprès de vous pour ce qui concerne les grands axes critiques que nous allons parcourir au cours de ces 3 jours. J'ai dit donc lourde tâche, mais surtout il s'agit certainement d'un plaisir et d'une très grande satisfaction, car cette matinée d'inauguration même représente pour l'Institut du Tout-Monde et pour moi-même un aboutissement. Pour paraphraser, pour pasticher un peu Saint-John Perse dans l'invocation d'Amer, je dirais qu'il y avait un si longtemps que nous avions goût de cette rencontre. Voici à peu près 1 an et demi, germait l'idée de ce colloque, de ces regards croisés portés sur 3 géants de la littérature et de la pensée. Je dois dire que dès le départ, nous était apparue la nécessité de ce qui vous apparaît aujourd'hui à la lecture du programme qui vous a été remis, à savoir l'ampleur que devait couvrir nécessairement notre propos. Nous réunissons, comme vous le savez, au cours de ces 3 journées, les spécialistes des 3 poètes, et les angles d'approche seront nécessairement nombreux. Pouvoir déployer cette ampleur même, l'ampleur même de notre propos, et toute l'organisation de la manifestation, tout cela a été dû uniquement à l'énergie mise par l'Institut du Tout-Monde, et tout particulièrement sa directrice, Madame Sylvie Glissant, pour réunir les partenaires adéquats et pour activer toute la logistique indispensable à la réussite d'une telle rencontre, une rencontre d'une si grande envergure. Je m'associe donc par conséquent aux remerciements adressés à l'initiative de Madame Sylvie Glissant à l'ensemble de nos partenaires tout à l'heure, pour avoir donc rendu possible la tenue de ce colloque. Le colloque qui a donc suscité, comme vous le savez, 2 patronages particulièrement prestigieux, celui de l'UNESCO, que nous remercions ici, et celui du Président de la République. Nous y sommes particulièrement attachés. Nous y voyons surtout la reconnaissance de l'orientation même de notre rencontre, qui entend saluer, comme Sylvie Glissant vous l'a dit tout à l'heure, la refondation des humanismes auxquels ont concouru, chacun à leur manière, Saint-John Perse, Aimé Césaire et Édouard Glissant, et j'y reviendrai dans un moment. Je voudrais insister auprès de vous sur 2 points. Tout d'abord, le fait que ce colloque reposait avant tout sur une sorte de pari méthodologique qui n'a pu être tenu que grâce à la qualité des projets de contribution que nous avons reçus après l'appel à contribution qui avait été lancé initialement. Il s'agissait finalement de répondre aux exigences que nous avions fixées d'une approche pleinement comparatiste. Et vous avez entendu par les mots de Patrick Chamoiseau, finalement, lorsqu'il nous parle de cette entité Perse, Césaire, Glissant, lorsqu'il nous parle de ces magnétismes qui peuvent ressortir de leur mise en regard, de ces regards croisés, vous avez finalement entendu tout ce que nous entendons par la démarche comparatiste. Tout au long de nos travaux, mesdames et messieurs, tout au long de ces 3 journées, nous pourrons nous appuyer sur les acquis incontestables et tangibles de 3 parcours exemplaires de la critique. Je veux parler des études césariennes, de la critique persienne et de la critique glissantienne. Dans les 3 domaines, les critiques, commentateurs et exégètes ont su depuis quelques années négocier avec finesse les infléchissements, parfois les virages, de l'appréhension des œuvres. Au sein de la critique césarienne, tout d'abord, je crois que l'on est progressivement parvenu à approfondir à la fois les données stylistiques propres à la poétique de Césaire, ainsi que les enjeux intellectuels posés par la définition césarienne de la négritude. Mais à l'aune de certaines études qui auraient naguère été considérées comme en dehors de l'orthodoxie du discours critique, on a réussi également, progressivement, à déterminer ce qui, dans l'œuvre de Césaire, permettait aussi de dépasser la seule approche générique de la négritude. La critique persienne a, quant à elle, pu négocier un réel aggiornamento, je crois qu'on peut le dire, au gré duquel on a su déjouer les pièges de la légende édictée par Saint-John Perse, comme vous le savez, de son vivant vers la réception de son œuvre, légende tout entière sertie dans le volume des œuvres complètes de la Pléiade. On l'a fait, je crois, au bénéfice d'une certaine clairvoyance, et bien des études ont par ailleurs su, dans le même temps, défricher des champs jusqu'alors peu investis, comme tout particulièrement les soubassements intellectuels et philosophiques de l'œuvre.
Quant aux études glissantiennes, elles ont su se hisser au niveau d'exigence d'une pensée qui n'a cessé de redéfinir elle-même ses schèmes constamment, comme vous le savez, à l'image d'un écrivain qui a produit jusqu'au bout d'importants essais portant, je crois, jusqu'au bout cette notion de tourbillon à laquelle il était particulièrement attaché. C'est en somme à l'enjeu d'une contemporanéité, d'une dynamique de la pensée d'Édouard Glissant que les critiques ont su faire face. Les importants colloques que vous savez, les publications de poids qui se sont multipliées ces dernières années ont accompagné l'audience croissante d'une pensée en constant mouvement. Pour vous dire la chance qui sera la nôtre lors de ces 3 journées, nous avons parmi nous certains des plus éminents représentants de ces 3 parcours critiques. Je citerai entre autres, pour Saint John Perse, M. Roger Little, Mme Samia Kassab-Charfi, pour Césaire et Glissant, Romuald Foncois, Francis Abiola-Hirel, Mme Bernadette Caillé, Mme Liliane Pestre de l'Almida et encore Mme Prisca de Gras. De telle sorte que, au gré des approches monographiques, les 3 auteurs, on a su affiner la compréhension de leurs œuvres sur le plan littéral ou sur le plan intellectuel. C'est dire donc le mérite irremplaçable de ces études monographiques sur lesquelles nous allons appuyer notre propos, ces études qui ont été établies dans le souci d'une précision et d'une plus grande intelligibilité des œuvres. C'est justement sur ces fondements qui permettent à la fois la distanciation critique et le parcours de nouveaux champs d'investigation que peut apparaître alors, au bout de quelques années, la démarche comparatiste et qu'elle peut alors se déployer. La démarche comparatiste n'est pas un leurre. Il s'agit surtout de parier sur l'enrichissement de notre connaissance des œuvres, comme vous l'a un peu suggéré tout à l'heure Patrick Chamoiseau, par justement leur mise en regard. Il ne s'agit pas d'une simple juxtaposition critique, mais le pari d'atteindre ce paradigme qui est au cœur du comparatisme, je veux dire la mise en dialogue des œuvres entre elles. Ainsi conçu, le comparatisme réalise à la fois les objectifs propres à l'intertextualité et au dialogisme. Tout à l'heure, Patrick Chamoiseau vous a parlé des liaisons magnétiques que nous pourrons découvrir et je nous souhaite à tous de pouvoir donc les parcourir au cours de ces 3 journées. Pour nos 3 poètes, cette mise en relation, cette mise en dialogue apparaît à la fois comme une opportunité que comme une nécessité. Vous le savez, ils sont tous les 3 issus du même terreau anthropologique. Rappelez-vous de ce que Etiamble avait dit dans les années 60 quand il avait débarqué aux Antilles. Il avait dit « Des terres qui ont produit autant de grands écrivains ne peuvent que se revendiquer effectivement d'un bouillonnement anthropologique qui explique finalement cette création littéraire si riche. » Donc ce même terreau anthropologique implique que les regards portés au sein des œuvres sur les sociétés, à la fois les sociétés coloniales et post-coloniales, semblent devoir entrer en résonance. Bien des études nous précèdent dans ce domaine, qu'il s'agisse des investigations concernant la quête identitaire chez Césaire, le dépassement des catégories identitaires chez Édouard Glissant, ou encore l'éthos de l'exil et de l'exilé chez Saint John Perse. Il faut dire aussi que les visions du monde qui en découlent semblent s'aimanter entre elles en un commun registre du discours poétique conçu à la fois comme œuvre esthétique, mais également vision de l'homme et vision du monde. D'où la nécessité d'un croisement de ces déploiements. Le binôme Glissant-Perse sera particulièrement parcouru à ce titre au cours de ce colloque. Et cerner ce que Césaire nous dit de notre situation contemporaine est, à mon sens, encore une tâche à accomplir en haute précision. Il s'agit, somme toute, avec ces présences dont Patrick Chamoiseau vous a parlé tout à l'heure, ces présences des œuvres. Je pense aussi à ce que Georges Steiner, justement, disait de ces réelles présences qui peuvent déjouer la glose. Donc nous allons essayer de nous tenir à équidistance de la clairvoyance et de la glose. Je dirais qu'à partir de là, nous avons en effet l'opportunité du comparatisme qui nous apparaît. Et je dois insister sur un point. Édouard Glissant peut nous apparaître dans cette triade, Saint John Perse, Glissant, Césaire. Au sein de cette triade, il peut nous apparaître comme celui finalement qui a su dire à la fois la pertinence, la beauté et l'éthique justement de la mise en dialogue des œuvres. Dès l'intention poétique, ne l'oublions pas, le concept de relation se décline à la fois comme une vision des humanités et de leur devenir, mais également comme une certaine idée de la littérature où le dialogue des œuvres justement occupe une place prépondérante.
Glissant peut donc apparaître à ce titre comme le trait d'union de cette triade. Inlassablement, il n'a cessé d'explorer, d'interroger, de mettre en dialogue justement les œuvres, celles de Saint John Perse et de Césaire tout particulièrement. Dès les prémices de ce prodigieux parcours de critique, je crois que Glissant n'a cessé de déployer cette intuition de la poésie qui fait de ses écrits en la matière des trésors de subtilité. Le rapport à Saint John Perse est, nous le verrons amplement au cours de ce colloque, exemplaire de cette subtilité, car il a su le déployer sur plusieurs dizaines d'années d'une lecture attentive et passionnée. Nous tâcherons donc, mesdames et messieurs, tout au long de ces 3 journées, de pratiquer le comparatisme comme le processus herméneutique de la relation, tel que l'a édicté Édouard Glissant. En somme, nous allons essayer de traduire dans le domaine de l'investigation critique les schèmes de la relation elle-même. L'écosystème qu'a évoqué Patrick Chamoiseau tout à l'heure, de ces nouvelles émergences du sens, pourront alors nous apparaître. C'est placer très haut le pari et chaque contributeur, je crois, devra tenter d'être à la hauteur de ce défi qui nous place au tout début de ce colloque à un certain niveau. Sylvie Glissant, dans son texte d'introduction, parlait de poursuivre la route. Je crois qu'en empruntant cette voie comparatiste, nous pourrons, à notre tour, édifier finalement la route de nouvelles bases déposées par certains critiques déjà, comme Madame Bernadette Caillé, qui a été l'une des premières justement à étudier les liens intertextuels entre Saint John Perse et Édouard Glissant. L'autre fil rouge du colloque sur lequel je voudrais insister, c'est donc la quête revendiquée des disjonctions et des conjonctions de 3 acceptions différentes de l'humanisme et de sa refondation. On a coutume de reconnaître que Saint John Perse, dans sa poésie, sous-tend une définition très exigeante de l'humanisme. Rappelez-vous, nous avions trop présumé du pas de l'homme sur la pierre, mais, rappelez-vous aussi, dans Vent, c'est de l'homme qu'il s'agit et de son renouement. La vocation même de l'engagement césarien, quant à lui, consiste à restituer à toute une part méprisée de l'humanité sa fierté, le sens de sa mémoire et la revendication de sa dignité. Cet humanisme césarien ne fait donc aucun doute ni aucune ombre. Rappelez-vous, ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, ma voix la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Chez Édouard Glissant, en revanche, vous le savez, il y a une grande méfiance vis-à-vis des vocables qui lui paraissent suspects, de l'universel à l'humanisme, comme prétexte à un Occident omnipotent, mais, in fine, dans la relation et les processus de créolisation, il s'agit aussi de refonder l'humanisme sur sa pluralité et donc de parler dès lors des humanismes. Donc nous allons essayer de pister dans les textes le déploiement de ces disjonctions et de ces conjonctions des humanismes chez ces 3 auteurs et déterminer finalement en quoi ce discours éthique des 3 poètes nous sommes de ne rien céder à l'honneur de notre temps, comme le dit Saint John Perse dans son discours de Stockholm. Je voudrais pour terminer insister sur une particularité de ce colloque qui a été finalement un peu dissimulée à la presse avant le début du colloque, car nous voulions ménager nos effets finalement. C'est le choix de la présence de la parole poétique au cœur de notre propos. La nécessité donc pour moi de présenter cette particularité, car finalement, quand on évoque le point commun qui nous vient à brûle-pourpoint à l'esprit en ce qui concerne ce qui lie finalement ces trois grands poètes, c'est finalement le caractère sacralisé, finalement, sacré de la profération de la parole poétique. Vous le savez, chez les 3, cette parole d'éloge chez Saint John Perse, le cahier d'un retour au pays natal, les premiers poèmes d'Édouard Glissant se réclament effectivement de cette parole sacrée qui, peut-être, je crois, chez les 3, provient aussi d'une capillarité, comme l'a dit tout à l'heure Patrick Chamoiseau, avec le conte créole, je le crois fondamentalement. Il est donc d'autant plus légitime d'accorder à partir de là, au sein de ce colloque, une place prépondérante à la parole poétique, et tant pis si cette particularité sort des sentiers battus des colloques universitaires habituels. Donc le fonctionnement, je vous le décris, au début de chaque séance et après chaque pause, vous pourrez assister à la lecture par un comédien d'un extrait choisi généralement en lien direct avec la thématique abordée lors de la séance. Alors je vous présente ces comédiens que vous voyez derrière moi. Il s'agit de Félix Lahue, de Sophie Bourrel, dont vous connaissez l'engagement par rapport à la lecture poétique en général, et d'Isabelle Fruleux, qui nous a offert l'année dernière ce très grand spectacle
à propos d'Édouard Glissant. Nous aurons également l'honneur d'accueillir M. Cito Cavé, qui lira demain un extrait d'Aimé Césaire à la Bibliothèque nationale de France. Alors, une brève présentation de la commémoration du Congrès de 1956. Vous savez qu'il ne s'agit pas pour nous uniquement de la symétrie des dates. L'évocation de Saint John Perse que j'aurai l'occasion de faire tout à l'heure, il s'agissait surtout pour moi de ne pas l'oublier. Effectivement, nous allons évoquer Césaire et Glissant puisqu'ils étaient présents au Congrès de 1956. Mais je crois qu'on peut dire aussi que Saint John Perse finalement était présent à l'horizon créateur de bien des écrivains qui ont participé à ce grand congrès. Mesdames et messieurs, au dire d'un conte iranien, les poètes, même disparus, revivent, ressuscitent quand on les lit, quand on discute de leurs œuvres. Et donc, nous allons tenter au cours de ce colloque de faire revivre ces trois grands poètes qui nous sont consubstantiels. Que commencent donc les fructueuses palabres qui vont nous mener d'aujourd'hui à vendredi, et que nous soyons dignes de ce rendez-vous du donner et du recevoir que Senghor a pu décliné et dont il se réclamait. Tout à l'heure, vous pourrez assister à un hommage à Léon Gontran-Damas, qui est peut-être le grand oublié de la négritude. En cette année du centenaire de la naissance de Damas, il nous semblait très important de lui rendre hommage. Je vous remercie. Nous rallions à vos soutes, le vent peuplait vos hautes lys à compter, nous épelions du vent la harde de nos cris. Vous qui savez lire l'entour des mots où nous errons, des assemblées de nous qui vous crions nos sangs, et sur ce pont, hélez la trace de nos pieds. Louons à l'écume tant qu'au lamentin, esprit des profonds et des limons, comment nous dessouchons l'ouvert et empiétons sur tout unique. Vous, qui savez en nos ordures et nos sangs terrer les cris, où se fendent en nuit tant de lézardes prophétiques. Tout un goudron pousse alentour des glycérias. Quel, ce pays s'efforce par semences et salaisons, ce doux parler déraisonnable d'étoiles rousses, entre roches d'eau et vers des profonds. Que navres-tu, noué de lins où mousse drue les aimants des hauts et les purs diamants, et quel mot pour toi, Perse, fait son sud. Nous humons ce pays qui tarit en nous, le pays s'élonge tel un songe où pas une eau ne bruit, et long comme le vent tout ainsi l'entend, et ses cris, roués de sucre, en parabole d'un moulin de ce pays. Nous, là, si pâmés que le petit jour, qui rions à plat bord, bout de ravine né d'une autre flottaison, nous épelons que nous venons au loin de vous, où navigue l'unique, notre mal profond. Les coutelas fondent au clair des ateliers, les mantous au gris des crabiers dessolent nos soifs, le compte en arc cerne le déni. Des sables grésillent, ceux qui prennent rang dans la mer, ceux mêmes qui fuyaient nos yeux, là, nous sourient avec douceur. Nous sommes leurs gentils. Nous mesurons dans la vague la trace de leurs orteils, nous les séchons sous les oliviers de mer. Tels qui patientent dans la fiente et encombrent nos songeries remontent en sang de mer, mêlés aux rouilles des boulets. Nous fêlons le pays d'avant dans l'entrave du pays-ci. Nous l'amarrons à cette mangle qui feint mémoire. Remontons l'amour tari. Découvrons l'homme, la femme, unis d'un cep de fer aux anneaux forgés nets. Nous rions de ne savoir nouer l'atoumo et l'épais maïs, quand la terre d'hier débrosse en nous roc et prurite. Édouard Glissant, Pays rêvé,
pays réel. Sur 3 grandes saisons, m'établissant avec honneur, j'augure bien du sol où j'ai fondé ma loi. Les armes au matin sont belles, et la mer. À nos chevaux livrés, la terre sans amende nous vaut ce ciel incorruptible. Et le soleil n'est point nommé, mais sa puissance est parmi nous. Et la mer au matin est comme une présomption de l'esprit. Puissance, tu chantais sur nos routes nocturnes. Aux idées pures du matin, que savons-nous du songe, notre aînesse? Pour une année encore parmi vous, maître du grain, maître du sel, et la chose publique sur de justes balances. Je ne hélerai point les gens d'une autre rive. Je ne tracerai point de grands quartiers de ville sur les pentes avec le sucre des coraux. Mais j'ai dessein de vivre parmi vous, au seuil des tentes toute gloire, ma force parmi vous, et l'idée pure comme un sel tient ses assises dans le jour. Or, je hantais la ville de vos songes, et j'arrêtais sur les marchés déserts ce pur commerce de mon âme, parmi vous, invisible et fréquente, ainsi qu'un feu d'épines en plein vent. Puissance, tu chantais sur nos routes splendides. Aux délices du sel sont toutes lances de l'esprit. J'aviverai du sel les bouches mortes du désir. Qui n'a, louant la soif, bu l'eau des sables dans un casque? Je lui fais peu crédit au commerce de l'âme. Et le soleil n'est point nommé, mais sa puissance est parmi nous. Hommes, gens de poussière et de toute façon, gens de négoce et de loisirs, gens des confins et gens d'ailleurs, ô gens de peu de poids dans la mémoire de ces lieux, gens des vallées et des plateaux et des plus hautes pentes de ce monde à l'échéance de nos rives, flaireurs de signes, de semences et confesseurs de souffle en ouest, suiveurs de pistes, de saisons, leveurs de campements dans le petit vent de l'aube, ô chercheurs de points d'eau sur l'écorce du monde, ô chercheurs, ô trouveurs de raisons pour s'en aller ailleurs. Vous ne trafiquez pas d'un sel plus fort quand, au matin, dans un présage de royaume et d'eau morte hautement suspendue sur les fumées du monde, les tambours de l'exil éveillent aux frontières l'éternité qui bâille sur les sables. Saint John Perse, Anabase, chant 1. Et si j'avais besoin de moi, d'un vrai sommeil, blond, de même qu'un éveil, d'une ville s'évadant dans la jungle ou le sable, flairée, nocturne, flairée d'un dieu hors rite, ou de toi, d'un temps de mille et d'entreprise. Et si j'avais besoin d'une île, Bornéo, Sumatra, Maldives, Lac-d'Ive, et si j'avais besoin d'un Timor parfumé de sandales, ou de Moluques, Ternate, Tidor, ou de Célèbes, ou de Ceylan, qui, dans la vaste nuit magicienne, aux dents d'un peigne triomphant, peignerait le flux et le reflux. Et si j'avais besoin de soleil, ou de pluie, ou de sang, cordial d'une minute, d'un petit jour inventé, d'un continent inavoué, d'un puits, d'un lézard, d'un rêve, songe non rabougri. La mémoire poumonneuse et le cœur dans la main. Et si j'avais besoin de vagues ou de misaine, ou de la poigne phosphorescente d'une cicatrice,
éternel. Qui donc? Qui donc, au vent d'un peigne triomphant, peignerait une fumée de climats inconstants? Qui donc? Qui donc, ô grande fille à trier, sauvage, condamnée, engrain mon ombre, des grains d'une clarté, et qui, savamment entre loup et chien, m'avance, attentif à bien brouiller les comptes. Frère, pour toi je t'ai instruit en oiseau. Oiseau ganga d'Afrique, pour traverser intact les plus chauds des sables du désert. Oiseau coliou d'Afrique, pour déjouer les ruses de la broussaille et affronter le rire de la forêt. Franchisseur d'arègues, huppe, redressé d'un soudain orgueil, tu savais voler haut. Migrateur majeur, tu savais voler loin, haut surtout, embrassant d'un coup d'œil seul et jusqu'à la plus lointaine parcelle le patrimoine héréditaire, inspecteur des déshérences, testeur des fidélités, n'agréant de quotidien commerce qu'avec les espérances inaperçues et les vastes souvenirs dont la faveur niellait au creux ou dorait au revers la finesse légendaire de chacun de tes gestes. Obsidienne de la mémoire, homme du récrit, homme de la récade, le message, à travers la poussière des confins et le ventre de la vague, tu le tins au-dessus de ta tête, toujours à bout de bras hors bout, à bout de cœur hors peur, fidèle à l'ordre intime. Aimé Césaire, corps perdu cadastre, suivi de stèle obsidienne pour Alioune Diop, comme un malentendu de salut.